Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 13 heures. On va commencer notre webinaire. On voulait vous dire qu'on est heureux de vous accueillir pour le 11e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme, donc la série de webinaires qui revient sur les résultats et les travaux de terrain du réseau Défi. Avant de commencer, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, on voudrait prendre un petit moment pour représenter ce que c'est que le réseau Défi et pour vous rappeler ce que c'est. Le réseau Défi, c'est un réseau qui est multipartenarial et qui a deux missions principales qui sont financées dans le cadre du plan Ecophyto. La première mission, c'est d'accompagner des agriculteurs et agricultrices qui se sont portés volontaires pour travailler sur la réduction de produits phytosanitaires, mais aussi pour travailler dans un cadre qu'on appelle, nous, système, c'est-à-dire pour travailler sur leur stratégie, leurs pratiques agronomiques en général. La deuxième mission de ce réseau, c'est de produire des connaissances et des références qui soient appropriables sur ce qu'il se passe lorsqu'on réduit, parfois fortement, l'utilisation de produits phytosanitaires dans un système de culture. En fait, on répond à cette mission de plusieurs façons différentes. La première, c'est évidemment par tous les travaux de terrain. Donc, c'est les essais, les fiches et les communications des ingénieurs réseau, notamment ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui, par exemple. Et la deuxième façon qu'on a de répondre à cette mission, c'est une collecte de données, de toutes les données en fait, d'itinéraires culturaux des agriculteurs et agricultrices qui sont membres de ce réseau. À ce jour, le réseau est constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices qui sont volontaires, donc qui sont engagés à travailler sur des pratiques économes en produits phytosanitaires. Et le réseau comporte aussi une quarantaine, donc 41 exactement, projets d'expérimentation, donc projets défi XP, qui visent à tester des systèmes agricoles qui utilisent les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau Défi, je vous disais, est un réseau multipartenarial, donc ça veut dire qu'il regroupe l'ensemble des acteurs du développement agricole, en fait. Donc ça regroupe évidemment les chambres, les CIVAM, le réseau bio. Ça rassemble aussi des partenariats avec les instituts techniques, et évidemment avec les instituts de recherche, que sont l'INRA par exemple et le CIRAD. Le réseau est réparti sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Et il est aussi réparti dans différentes filières de production végétale, que sont les grandes cultures et polycultures élevage, la viticulture, l'arboriculture, la filière de légumes maraîchage, la filière de culture tropicale et la filière de l'horticulture. Pour plus de détails, de toute façon, on vous met dans le chat et en description de la vidéo le lien vers la page internet qui décrit et raconte en fait ce réseau. On en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver toutes les productions aussi sur ce site, toutes les productions de terrain du réseau Défi, y compris la synthèse qu'on a rédigée à l'occasion des 10 ans et qui résume un petit peu tous ces résultats et qui démontrait à l'époque la possibilité de réduire fortement l'utilisation de produits phytosanitaires en France. Avant de laisser la place à nos intervenants, aujourd'hui, on voulait encore faire un ou deux petits points logistiques. Le premier, c'est que vous pouvez poser vos questions pendant leurs interventions dans l'onglet Q&R que vous avez normalement en haut de la barre de votre fenêtre Teams. Donc vous pouvez poser vos questions par écrit pendant les interventions et après chaque intervention, on prendra un petit moment, un peu plus d'une dizaine de minutes pour en discuter ensemble et y répondre. Le deuxième point technique, c'est qu'on vous rappelle que ce webinaire sera enregistré et donc normalement, si vous êtes inscrit via le formulaire, on vous enverra normalement dans l'après-midi ou demain le lien du replay par mail. Aujourd'hui, on accueille deux ingénieurs réseau de la filière grande culture et polyculture élevage qui sont avec moi, donc Sébastien et Lucille. Aujourd'hui, ce qu'on voulait discuter avec eux, c'était l'intégration du désherbage mécanique à l'échelle plutôt du système de culture. Donc on va évidemment parler itinéraire culturel, on va parler de culture en particulier, mais on va aussi parler d'intégrer ça dans une stratégie de rotation en fait. Donc Sébastien, notre première intervenante, est ingénieur réseau défi à la Chambre de Moselle. Tu accompagnes un groupe d'agriculteurs qui mélange, si je me souviens bien, des polyculteurs éleveurs et des céréaliers. Et alors, classiquement, dans votre région, vous avez des rotations courtes, ce qui induit des problèmes d'adventice assez récurrents. Et notamment,
vous avez rencontré le problème des adventices qui deviennent résistantes, c'est ça, aux produits phytosanitaires ou en tout cas aux herbicides. Donc c'est sur cette thématique que vous avez axé la plupart de vos travaux. D'ailleurs, on vous met aussi dans le chat et en description, on vous met le lien vers la page que Sébastien tient à jour et sur laquelle il publie de temps en temps les résultats de leurs travaux. Donc aujourd'hui, enfin, ce qu'on voulait discuter avec toi, c'était un cas particulier finalement que vous allez travailler ensemble, celui d'une parcelle d'un agriculteur de ton groupe qui avait une problématique particulièrement forte de vulpin. Donc je te laisse la main pour présenter vos travaux et vos résultats. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi, c'est Sébastien Louillot, je suis conseiller production végétale à la Chambre d'agriculture de Moselle, donc basé à Metz, et animateur du groupe défi, d'un des groupes défis. En Moselle, nous avons deux groupes défis. Donc le mien est situé plutôt centre Moselle, autour de Metz, 25-30 km, dans un rayon de 25 à 30 km sud-sud-est de Metz. Donc effectivement, système, céréalier et système, polyculture élevage, une problématique, vulpin, historique, hein, qui a toujours été là, mais qui depuis, on va dire quelques années, s'accentue, de manière, tous les ans, je dirais, un peu plus forte. Donc mon groupe défi, il est là depuis, enfin, il existe depuis le début, des groupes défis, hein. Il y a eu plusieurs phases, donc c'est un groupe historique qui travaille depuis 2008 sur la réduction des produits phytosanitaires. En synthèse, nous avons beaucoup travaillé sur la réduction de la partie hors herbicide avec, voilà, certains bons résultats. Une belle diminution des hors herbicides, donc fongicides, insecticides, anti-limaces, par rapport à la référence. Par contre, on se heurte toujours à notre problématique désherbage et notamment vulpin. Et on parle beaucoup de combinaisons, de leviers, de changement des systèmes de rotation. Et il me semblait intéressant de présenter aujourd'hui, ben, le cas particulier d'une parcelle, qu'on rencontre souvent, chez nous, un peu problématique, un peu argileuse, un peu en pente, et avec un historique, qui a toujours été compliqué en vulpin, et de regarder un petit peu les différentes combinaisons de leviers auxquels on a réfléchi avec, l'agriculteur et notre groupe d'agriculteurs, et ce qu'on a mis en place cette année, en 2023, avec des résultats, je dirais, c'est un peu un cas d'école avec des résultats vraiment intéressants. Et c'est toujours intéressant dans ces situations-là de regarder un petit peu avec, le recul, ben, pourquoi et comment ces combinaisons ont fonctionné. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de resituer un petit peu la parcelle. Parcelle plutôt, argileuse, alors, un petit peu, avec du relief, une parcelle de 20 hectares, donc il y a un petit plateau, limoneux, mais il y a surtout une pente de décapée très argileuse, à tendance hydromorphe, donc comme je viens de le dire avec du relief. Historiquement très, très problématique à mettre en printemps, voilà, avec souvent, si on laisse, une préparation de bonne heure à l'automne, si on a un hiver un peu pluvieux, du ruissellement, de l'érosion, donc c'est toujours, des parcelles compliquées. Hem, une problématique, vulpin avec des échecs, de tout ce qui est, foliaire, hein, que ce soit la famille des sulfonilurées ou des FOP, voilà, toujours compliqué à rattraper. C'est de là un petit peu que vient d'ailleurs les problématiques que l'on a rencontrées en 2022 et 2023, et une rotation, historique, ce que j'appelle un peu salissant. Voilà, une rotation, typique, de chez nous, colza, blé, orge, d'hiver, donc très hiver, qui colle bien avec le cycle du vulpin, donc qui va bien. Une parcelle en sans labour, depuis une quinzaine d'années environ, arrêt du labour, ouais, autour des années 2010, 2009-2010 sur cette parcelle-là. Et donc là, on a repris la rotation, 2021 récolte, 2022, orge d'hiver, récolte, 2023 colza,
Et donc cette année, pour la récolte 2024, elle est en blé et je vais vous montrer un petit peu comment on a essayé de combiner tout ce que l'on pouvait faire après un échec de désherbage assez cuisant, hein, vous le verrez dans les photos là. Je vous ai fait une présentation beaucoup à base de photos, parce que je trouve ça assez parlant. Et donc vous verrez que voilà, on était dans des situations, avec des comptages parfois qui montaient à plus de 1 200 vulpins à mètre carré. Donc une situation, très, très, problématique. Et puis on a quand même toujours en arrière-pensée, hein, dans les discussions avec l'agriculteur, donc ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un échange, avec l'agriculteur. Donc c'est une exploitation, céréalière, qui travaille, avec tout le matériel en commun avec, d'autres exploitations sur pas loin de 600 hectares. Donc des problématiques des fois, de logistique aussi, dans l'organisation des chantiers, hein. Tout ça est fait avec un pulvé 28 mètres, 4 000 litres, donc de temps en temps, il y a des petites pointes de travaux au pulvé, qui font que les agriculteurs aiment bien organiser leurs parcelles et que dans l'aspect rotation, ça peut des fois compter quand vous avez, c'était le cas notamment cette année de cette parcelle qui fait partie d'un bloc de 50 hectares. S'il faut mettre 20 hectares de maïs au milieu du blé, ça peut parfois poser un petit peu de soucis logistiques. Mais malgré tout, la rotation, voilà, l'agriculteur est bien conscient. Sur l'ensemble de l'exploitation, c'est plutôt une rotation sur 5 ans, hein, colza, blé, maïs ou tournesol, un blé, une orge de printemps et une orge d'hiver à peu près. C'est comme ça, que l'assolement est découpé. Mais ce bloc-là de parcelles est quand même plutôt historiquement, n'a jamais vu de maïs, et voit très, très peu d'orge de printemps ou de pois de printemps. Donc comment cela s'est concrétisé? Si on refait un rapide petit historique sur la récolte 2022, donc là, je vous ai mis une photo de l'orge d'hiver, donc la parcelle est ici et au sortir du blé en 2021, il y avait un petit peu de vulpin, mais surtout calé sur cette partie-là de parcelle. Ce qui fait que l'agriculteur avait fait le choix de faire un peu plus, de désherbage, là, en l'occurrence à base de trialate avec de la Vadex, là, sur une partie, en laissant les 10 autres hectares, qui étaient plus propres, voilà. Bah, concrètement, ça devait pas être si propre que ça. Alors c'est assez parlant sur la photo, hein. Vous voyez qu'ici, là où il y a eu qu'un Fusbury, défi, pas de désherbage mécanique, pas de labour. Et puis ici, vous rajoutez un petit Avadex, en plus. Bon, on a déjà c'est quand même un peu mieux là qu'à droite. À la moisson, on voyait bien le découpage de la rampe, hein, comme quoi, bah, l'Avadex, ça a quand même une certaine efficacité malgré tout. Bon, mais vous voyez quand même que la parcelle, ici, il y avait du vulpin, quand on regardait dans le fond, il y avait quand même aussi du vulpin ici. Voilà, la parcelle était pas propre. L'orge d'hiver s'en est bien sorti, hein, de mémoire, dans les 70-75 quintaux, donc c'est pas catastrophique pour chez nous. Et déjà une petite discussion avec l'agriculteur qui s'enclenche, est-ce qu'on laboure est-ce qu'on remet un colza déjà? Première chose. Est-ce qu'on changerait pas un petit peu la rotation? Bon, il y avait possibilité de mettre du pois, il y avait une parcelle à côté qui était en pois, donc est-ce qu'on poursuit pas le pois de printemps, un peu plus loin? Bon, alors l'agriculteur, vu la rentabilité économique du pois de printemps, pas sûr que voilà, on a fait le choix de dire, «Je peux pas labourer parce que récolte 22, très sec, donc labour impossible». On tente un colza, sachant que dans les colzas, on a un peu de solutions chimiques. Bon, on a aussi donc il y a de la herséterie disponible sur la ferme, il y a du binage possible en par des prestataires autour. Bon, il me dit: «S'il y a des conditions pour installer du colza, on installe du colza et puis, on essaiera de lutter comme on peut dans le colza». Alors, le colza est implanté sans labour, avec un travail du sol profond malgré tout et vous voyez quand c'est dans les étés secs, ben, on n'a pas un lit de semences des plus fins, des plus faciles et puis qui dit été sec, dit aussi, difficulté à positionner des désherbages, racinaires, surtout dans des situations un peu motteuses. Malgré tout, on a assez de pluie pour faire lever le colza, mais par contre pour faire aussi, vous le voyez ici, une belle levée de vulpin et dans le colza, vient, la catastrophe, prévue un tout petit peu. Alors avec plusieurs problématiques, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de levées de repousses de colza. On s'est retrouvé avec 200-300 pieds de colza, qui n'ont pas suffi à étouffer le vulpin.
il y a eu un binage de fait, comme vous le voyez ici, au mois d'octobre, mais sur des vulpins qui étaient déjà parfois un peu costauds, avec une efficacité qui était correcte. Il y a eu, une cléthodyme en rattrapage, il y a eu une propisamide, ensuite, par derrière. Mais malgré tout ça, ben, c'était un peu catastrophique à la récolte et comme dit l'agriculteur, c'est l'échec, j'ai du foin dans ma parcelle. Donc un colza avec en plus une attaque d'insectes, qui a fait un rendement catastrophique entre le vulpin et les attaques d'insectes. Donc ce que j'appelle être dans le mur, en plein dedans. Donc se pose la question après, qu'est-ce que l'on met comme levier pour gérer tout ce stock semencier, hein, tout ce foin qu'on a mis dans notre parcelle, ce stock semencier de vulpin qui est là. Donc étant donné, récolte 23, conditions assez sèches, bon l'agriculteur met quand même un petit coup de carrier pour faire relever un petit peu les repousses de colza. Donc des chômages, très superficiels, sachant qu'on n'avait pas pour but de faire relever du vulpin avec la sécheresse qu'il y avait, à ce moment-là et donc on s'orientait vers un maïs. En fait, l'agriculteur me dit: «On a 2 solutions, soit effectivement, j'arrive à labourer et éventuellement en faisant quelques faux semis, un peu de herséterie peut-être, en sementard, j'arriverai sans doute à faire un blé. Mais si j'arrive pas à labourer, c'est hors de question, on mettra un couvert et on labourera à l'automne pour préparer pour mettre un maïs. Dans les 2 situations, on avait déjà décidé de mettre un premier levier qui était la charrue. Voilà, parce que comme dit l'agriculteur, on est dans le mur. Donc quand on est dans le mur et ben, à un moment donné, il faut pas être, dogmatique et camper sur ses positions, même si ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas été labourée. Le labour avait été choisi. Et puis de temps en temps, le climat nous aide, hein, pas comme en ce moment, mais été 2023, fin juillet, 30-40 millimètres d'eau, qui tombe, et qui permet, vous voyez sur la gauche, voilà, un matin, l'agriculteur m'appelle, il me dit: «Écoute, je prends la charrue, ça devrait aller, je vais essayer, si ça va, je laboure». Et donc à midi, il m'a envoyé cette photo, il me dit: «Ça fait plutôt un beau labour, ça enterre bien». Comme il y a plu, les vulpins sont assez collés, donc les rasettes les collent bien au fond de l'arrêt, me dit: «Je fais un travail plutôt sympa». Donc la décision était prise, ce serait du blé. Donc voilà, labour, refermé à la herse rotative, donc c'est un labour, début août, 5 août je crois, refermé à la herse rotative vers le 8-9 et puis, toujours pareil, les conditions favorables de l'année, des dormances de vulpins assez faible, de la pluviométrie, hein, il tombait 10-15 millimètres tous les 8 jours et donc à chaque fois l'agriculteur repassait un trait de herse. Alors j'ai pris cette photo-là qui était assez intéressante, c'est-à-dire que vous avez les buttes de herse ici et les creux de herse et dans les creux de herse, on allait rechercher un peu de vulpin en germination et donc on avait, comme si on avait semé à la volée le vulpin et puis herçé derrière là, on avait nos lignes de vulpin. Donc 2 traits un passage de rotative, un passage de herse pour, en faire, faire relever une deuxième fois et puis après il y a eu 2 passages de vibro là comme ici. Donc vibro avec des herses peignes derrière. Donc tout ça entre fin août et début octobre. Et puis donc, le 10 octobre, semis, du blé donc, avec un Weiderstadt, rapide. Voilà, en très bonnes conditions, hein. On avait fait de la poussière, hein. Les argiles, là, elles partaient en poussière cette année chez nous, tellement ça avait été sec en été. Donc l'alternance pluie-sec, pour faire travailler des argiles, on fait quand même difficilement mieux et donc vraiment un semis de bonne qualité et 2 jours après, un petit passage de herséterie à l'aveugle qu'on a vite arrêté, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voyait le blé, il faisait très doux, le blé était déjà bien germé et ils annoncent la météo, alors, avec les changements météo qu'on entend maintenant, mais ils annonçaient de l'eau. Donc on a dit, «Ben, on va peut-être arrêter notre passage de herséterie à l'aveugle. Si jamais il pleut, peut-être qu'on va remettre des choses en germination» et donc on a décidé d'appliquer un racinaire en prélevé puisque comme ils annonçaient de l'eau. Donc le racinaire a été posé, la veille de l'eau, hein, le 14 octobre, je crois, il y a plus le 15. Donc pour un IFT, voilà, remis ici de 1,5, sachant que nous, la référence du groupe, on est plutôt autour de 1,8. Donc on est un tout petit peu moins, mais on n'a
pas baissé de 50%, on en a fait un petit peu moins. Par contre, la combinaison, labour, faux semis, décalage de date de semis, aujourd'hui, vous voyez la photo de la parcelle de blé et on y était encore, mardi avec l'agriculteur, c'est vraiment nickel. Si on a vu 3 vulpins dans les 20 hectares, c'est beau. Donc un résultat vraiment très, 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 très satisfaisant. Alors en essayant de modérer quand même l'IFT, alors on a fait l'herbicide, c'est, pendiméthaline, flufénacet et puis on a rajouté un peu de DFF. Bon, avec le recul, je me dis peut-être on aurait pu, peut-être, mettre, qu'une demi-dose pour tester. Bon, l'agriculteur ayant été échaudé dans le colza, il m'a dit: «Écoute, on va mettre 3/4 de dose tout de suite et puis on verra». Compte tenu qu'après on n'a plus c'était impossible de réintervenir dans la parcelle puisqu'il y a plus jusque maintenant, presque. Donc aujourd'hui la parcelle, est vraiment propre et un beau blé. Le labour, a permis aussi de ne pas avoir trop de traces d'hydromorphie, enfin d'eau stagnante et vraiment un résultat, assez exceptionnel. Alors, bon, l'agriculteur est content, hein, on est content. On a réussi à maîtriser notre infestation, pour la récolte 2024. La réflexion d'aujourd'hui, c'est, on a labouré, on a mis au fond. L'idée, c'est de ne pas relabourer avant au moins 5 ans, ni travailler trop profond. Et l'agriculteur souhaite quand même là, depuis, 3-4 ans qu'on a intégré du maïs. C'est des maïs qui ont des herbes parfois qu'avec un binage, comme c'est des terres qui n'ont jamais vu de maïs depuis 50 ans. Il y a 2 ans, on a fait du maïs chez lui avec seulement un binage en termes de désherbage. Donc voilà, on a quand même l'idée de réimplanter un couvert, cet été après le blé pour occuper le terrain, éviter déjà qu'on ait des resemis, faire une structure et puis de réimplanter un maïs, en récolte, 2025, dans le couvert pour essayer de ne pas trop remonter de vulpins. Donc voilà, l'idée c'était de montrer la combinaison, alors avec un climat qui a été favorable, labour, réussite de 2 faux semis, lié à un décalage de date de semis. Chez nous, date de semis classique, c'est plutôt autour du 25 septembre, donc là, on a décalé, au 10 octobre et avec un résultat qui était plutôt sympa. Voilà. Merci de votre attention, j'en ai fini pour la première partie. Est-ce qu'on prend les questions, Mathieu? Oui, Dis-moi. complètement. Merci beaucoup Sébastien. Hem, donc pensez à poser vos questions dans l'onglet QR. Je te laisse arrêter ton partage d'écran. Ouais. Pensez à poser vos questions dans l'onglet, QR que vous avez en haut sur la présentation de Sébastien et juste, peut-être avant de prendre les questions du chat, j'en avais une de mon côté. Tu nous parles, très souvent quand on se voit en réunion de travail de la rigueur sur le témoin. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une intervention phyto, voire même une autre intervention, toujours se faire un témoin où on coupe ou voilà, alors on coupe les buses ou alors où on lève l'outil, sur une petite bande quelques mètres pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous l'avez fait dans cette parcelle-là quand vous avez fait le choix d'utiliser un racinaire? Alors, malheureusement non. Tu vois? Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, de louper. Heu, Là où en fait, on l'avait bien fait dans l'orge d'hiver, la photo était vraiment assez parlante et dans le colza, on avait réussi aussi à le faire avec le binage, avec la cléthodime et c'est là qu'on voyait quand même qu'on avait eu souvent des efficacités qui étaient très, très bonnes, mais pas assez par rapport à la population qu'il y avait. Et là, j'avoue qu'un peu pris de court par les fenêtres météo qui étaient un peu courtes, on n'a OK, pas fait de témoin, donc effectivement, l'impact de l'herbicide racinaire, c'est un peu ma frustration, aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas si on doit lier, 50 à ce qu'on a fait avant ou 50 au désherbage mmh, racinaire. Après, comme me dit l'agriculteur, quand on voit tout ce qu'on a fait relever au mois de septembre, enfin août, ce qui était exceptionnel pour chez nous, bien sûr. d'avoir des vulpins qui levaient en août, Oui, les photos sont impressionnantes, ouais. ouais, ouais, lié au coup de sec de mois de juin qui a sans doute réduit, fait des petites graines de vulpin qui germaient tout de suite et c'est même un peu aussi, toujours notre problématique de savoir qu'est-ce que l'on a mis avec le labour au fond? Qu'est-ce qui est resté en surface qu'on a fait relever et on a enlevé? On est toujours un peu, hein, c'est un peu notre rêve avec certains quand on est en séminaire défi de pouvoir prendre une carotte de terre et puis de passer ça à une caméra et de dire: «Vous avez, 500 pieds de vulpin, 30 pieds de vulpin» ou voilà, pour qu'on sache un petit peu toucher du doigt où est-ce quelle efficacité on a eu avec ce que l'on a mis en place l'année N
Et j'insiste aussi sur le fait qu'en 2022, on aurait pu faire les mêmes choses, mais la climatologie n'étant pas de notre côté, et ben, ça n'a pas marché. Et ce qui a expliqué qu'en 2023, dans le colza, on était vraiment très, 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 très envahis. Bah, merci en tout cas pour ta présentation et cette explication. De toute façon, là, en fait, ce que vient de raconter, Sébastien, dans le réseau des filles, on appelle ça un modèle décisionnel. C'est en fait, c'est l'ensemble des règles de décision qui se suivent et qui régissent, les actions qu'un agriculteur va décider de déclencher ou de ne pas déclencher sur sa parcelle. On vous remet dans le chat et en lien dans la description le lien vers toutes nos productions et vous verrez que pour les fiches qu'on appelle les trajectoires remarquables du réseau des filles et pour les fiches qu'on appelle les pratiques remarquables du réseau des filles, on prend le temps à chaque fois, enfin on prend le temps, les ingénieurs réseau prennent le temps à chaque fois de raconter, alors parfois, parfois de façon succincte parce que ça peut être très fourni et très détaillé, mais ils prennent toujours le temps de raconter au moins un morceau du modèle décisionnel des agriculteurs qui sont présentés, bien sûr. Merci beaucoup. Une première question, du coup, c'était sur le choix que vous avez fait. Vous avez fait, tu nous as parlé pas mal du fait que vous aviez une rotation qui était en culture d'automne, d'hiver, et tu nous as parlé du fait que c'était une parcelle qui avait vu peu de culture de printemps. Pourquoi est-ce que vous avez, quand vous avez détecté l'infestation de vulpins, quelle règle, du coup, a décidé de l'implantation d'un colza plutôt que d'une rupture? Alors, la règle, voilà, on était en débat, c'est-à-dire que moi je disais maïs et l'agriculteur disait colza. Et qui voilà, et en fait, l'agriculteur avait déjà une expérience sur une parcelle, alors avec une moins grosse infestation, mais avec des efficacités, de racinaire au semis et de racinaire après en hiver, qui avaient permis de vraiment, gérer dans le colza, et après dans le blé, on avait réussi à s'en sortir. Donc c'est ce qui le met il partait un peu confiant. Là où ce que je disais tout à l'heure, là où, ça nous a plombé, c'est que la météo nous a pas aidés. C'est-à-dire que, bah, il a fait très, très sec, donc puis le colza a été semé tôt, donc en fait, quand le colza a levé, les vulpins ont levé, et bah, une fois que les vulpins ont levé, une fois qu'on court après, je dis toujours, on a perdu la bataille, quoi, hein, et on n'a jamais réussi. Donc c'est vraiment l'expérience de se dire: «J'ai quand même un peu de solution encore efficace dans le colza chimiquement, j'ai la bineuse. Si je sème épais des colzas», alors là, pour le coup, ils étaient trop épais, avec une technique d'étouffement sur la ligne, ça va aller. Après, je pense qu'on n'aurait pas eu les soucis d'insectes qu'on a eu, le colza aurait peut-être aussi été un peu plus concurrentiel pour le vulpin. On a eu aussi là, alors c'est toujours pareil, hein, c'est les aléas de l'année, mais quand vous avez un colza qui est moins concurrentiel, du fait des attaques d'insectes, bah, du coup, vous laissez la place un petit peu à ce qu'il y a autour, et à l'occurrence, là, il y avait du vulpin autour. Voilà, mais globalement, après l'orge, voilà, il s'en est fallu de peu quand même qu'on remette un maïs. D'accord, Ou un bah, pois de merci. printemps, ou un pois de printemps, puisqu'il y avait du pois de printemps à côté. Merci du coup pour, enfin ça clarifie comment si tu veux, comment vous avez pris la décision et en fait, c'est pareil, toujours sur ces règles de décision. Il y a une question, c'est comment est-ce que, enfin, est-ce que vous avez discuté même avec cet agriculteur ou avec d'autres agriculteurs du groupe? Comment, enfin, comment vous auriez géré ce vulpin si vous aviez pas eu enfin, de charrue sur la ferme? C'est-à-dire si c'est une ferme ou alors si c'est un sol qui se prête pas au labour ou si c'est, une ferme qui a fait le choix de ne jamais labourer. Alors clairement, si on avait dans les 2 situations, hein, que ce soit si on avait remis un blé ou si on avait remis une culture de printemps, la charrue était l'option. Voilà, l'agriculteur avait dit: «Là, c'est trop». Dans les comptages, hein, alors il y avait des zones à 200-300 vulpins mètres carrés, mais il y en avait certaines à 1 200-1 300. C'est vraiment impressionnant. Donc il y avait quand même la charrue, voilà, il se disait: «Bon, elle est là, elle est présente sur l'exploitation». C'est pas leur outil favori. Il avait un peu la alors c'était assez marrant parce qu'on y était mardi, il avait un peu la crainte de l'impact vers de terre, et en fait, c'est rempli de vers de terre dans la parcelle. C'est assez impressionnant, et donc si on n'avait pas eu de charrue, de toute façon, c'était hors de question de mettre un blé. Ça, c'est sûr, sûr et certain. C'était couverture du sol et orge de printemps ou maïs.
Voilà. Et pour l'anecdote, pour finir quand même, avec ça sur le choix du blé, c'est que depuis le mois de février là, que l'agriculteur a du mal de rentrer dans la parcelle, il me dit: «Heureusement que c'est du blé, que c'est pas semé au printemps». Parce qu'il faut être clair, à cette heure-ci, la parcelle, elle serait pas semée, hein. Oui, de toute façon, cette année, les sols ont du mal à porter dans votre région. Mmh. Y on a une question sur la toujours sur les en fait, sur les règles de décision et la stratégie que vous avez prise pour gérer ce vulpin. Tu nous en as pas parlé en tout cas. Est-ce que il a été envisagé à un moment décimer le vulpin? Alors le problème, c'est que dans le colza, c'est compliqué. Voilà, on aurait pu le faire dans l'orge d'hiver, mais le temps qu'on se retourne, qu'on retrouve les simeuses, on avait des bio équipés et simeuses, mais c'était trop tard. Mais dans le colza, impossible. Tu pas le dif c'est quoi? C'est une question de cycle? C'est que tu as pas le différentiel de hauteur, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le colza, malgré même s'il a patiné, il était en fait, vous l'avez vu dans les photos, le vulpin et le colza, ils étaient à la même hauteur, quoi. Donc quand le vulpin est de pied, les ciliques de colza étaient à côté, donc on aurait écimé le colza autant que le vulpin. OK. Une peut-être, dernière ou avant-dernière question, est-ce que vous avez des idées pour gérer la suite de cette parcelle? Est-ce que vous avez, différents tiroirs, comme on dit, une rotation à tiroirs où vous avez plusieurs possibilités en fonction de ce qui va se présenter? Alors notre grosse c'est quasiment acquis que ce sera pas de l'orge d'hiver, ça c'est sûr. Après ce sera ou une orge de printemps ou un maïs. Alors pareil, hein, c'est des agriculteurs qui aiment bien gérer dans la logistique, donc le maïs il part, en méthanisation. Donc comme je vous disais, la parcelle fait partie d'un bloc, de 50 hectares, donc s'il y a du maïs, il y aura du maïs tout autour. Donc voilà, et s'il y a de l'orge de printemps, il y aura l'orge de printemps tout autour. Notre question, c'est, comment on va gérer notre travail du sol? Surtout là, avec des parcelles qui ont reçu, c'est une parcelle depuis le 1er août, elle a reçu 850 millimètres, là où d'habitude elle en reçoit 550-600 à cette époque-ci. Donc des sols assez fermés et de se dire, il faut absolument qu'on ait un couvert qui fasse concurrence, qui couvre et qui nous conserve la structure un peu fragile, et notamment dans la pente, pour éviter l'érosion. Donc là, notre interrogation, c'est, couvert multi-espèces. Qu'est-ce qu'on met comme multi-espèces dedans? Mais voilà, et puis, il faut le réussir. C'est-à-dire quelle stratégie on applique pour être sûr que notre couvert, soit bien en place. Donc là, c'est là les réflexions du moment. Est-ce qu'on fait un petit travail du sol, en été si on a des conditions et après on implante le couvert début d'automne, qui nous maintient ça et on le laisse aller jusqu'au mois de février 2025 et on le détruit après? Ou, l'habitude plutôt des agriculteurs, c'est, de semer un couvert de bonne heure, en direct derrière la batteuse là, à la moisson, et de le détruire autour du 15-20 octobre, par un travail du sol grossier, qui va permettre, voilà, de passer l'hiver et qui au printemps, si c'est souvent un peu billonné, ça ressèche un petit peu mieux. Ma crainte de ça, c'est qu'on favorise un peu de relevé de vulpin quand même, derrière. Donc voilà, il y aura une culture de printemps, ça c'est acté. C'est laquelle? Est-ce que, on mélange de printemps ou maïs? Ça s'oriente, voilà, ça va dépendre aussi un peu des marchés, aussi un peu de la méta, comment elle a besoin de maïs. Et voilà, la problématique, c'est, comment on gère notre couvert, pour pas pénaliser, pour à la fois pas remettre du vulpin en germination et ne pas trop pénaliser la culture derrière en termes d'implantation. OK, merci pour ta réponse. Peut-être une dernière question avant de passer à notre deuxième intervenante. Tu as parlé plusieurs fois du fait que, vous aviez discuté de ça en groupe, du fait que vous aviez, hésité à aller emprunter la lessimeuse d'un autre agriculteur. En fait, donc vous travaillez en groupe et ça fait partie de l'accompagnement des filles. Donc chez les filles, on accompagne les agriculteurs qui se posent des questions individuellement. Tu vas faire le tour des parcelles avec eux, mais aussi en groupe, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'échanger sur les travaux de chacun. Est-ce que les résultats que vous avez obtenus dans cette parcelle, ont trouvé écho chez d'autres membres de ton groupe? Ou alors est-ce qu'ils ont été discutés, voire, contestés potentiellement? Alors, moi dans l'animation du groupe, alors c'est pas 100 du groupe à chaque fois, mais tous les 15 jours, on est en tour de plaine on tourne sur les exploitations.
Donc effectivement, il y en a quand même plusieurs qui, entre guillemets, «ont repris la charrue», cette année. Heu et globalement, la technique faux semis, décalage de date de semis dans le groupe, voilà, c'est ancré. On sème plus de blé avant le 5 octobre, quasi dans le groupe. Et cette année, mais on voit quand même des différences, sur le travail du sol. J'ai une autre parcelle d'un autre agriculteur où il a conservé 6 mètres, enfin un aller-retour de déchômeurs il s voilà, on a vu le vulpin au mois de septembre, qui est repoussé et il m'a dit: «Écoute, je laboure». Et par contre, là, chez lui, on avait gardé les 6 mètres de témoin en sans labour et aujourd'hui, c'est du foin, quoi, hein. C'est dans le blé, c'est compliqué, très, très compliqué. Donc, on a pris la décision d'enrubanner la bande de blé, on dira: «On ne la récoltera pas». C'est un éleveur, donc il dit: «J'irai faire de l'enrubanné là-dedans». Alors que dans la partie labour, c'est vraiment, voilà. Encore une fois, avec des conditions de labour, vu la pluviométrie qu'il y avait avant, qui avait vraiment tout collé au sol et donc, tout ce qui les rasettes faisaient vraiment un travail de retournement, et d'enfouissement du vulpin bien au fond de l'arrêt de charrue et un labour très propre et du coup, en efficacité, c'est quand on fait des labours comme ça marche pas tous les ans, on n'a pas tous les ans les conditions pour le faire, mais c'est vrai que quand on est dans le mur comme on était là, coup de bol, on a eu les conditions et on voit que c'est un levier qui est quand même non négligeable. Merci pour tes réponses et puis ta présentation qui était, super détaillée techniquement. Merci beaucoup Sébastien. Notre deuxième intervenante, Lucille, est ingénieure réseau à la chambre d'agriculture donc de Charente-Maritime et de Sèvres. Ton groupe d'agriculteurs, donc c'est un groupe qui est comme celui de Sébastien, qui est un des plus anciens groupes du réseau, mais tu me disais qu'il y a eu une petite proportion, quand même une bonne proportion de renouvellement ces dernières années. Donc il te reste à peu près la, à la moitié de ton groupe, 5-6 agriculteurs qui sont engagés depuis maintenant quasiment 15 ans, non, ouais, 12-13, donc depuis le début du réseau. Et vous avez vraiment structuré, tu me disais, votre, accompagnement sur le tour des essais de chacun. Le fait d'aller voir les parcelles des uns et des autres pour échanger sur les techniques et les résultats des uns et des autres et puis en discuter. Tous vos travaux, de toute façon, sont accessibles sur la page que tu, tiens et que tu mets à jour. Donc on vous met, ce lien-là en description et puis dans les commentaires. Enfin en description et dans le chat plutôt. Et aujourd'hui, tu proposais de nous partager un retour en particulier parmi ces travaux. Donc un retour de vos essais sur désherbage mécanique et sur la combinaison de ce désherbage mécanique avec une stratégie chimique. Je te laisse la main pour présenter vos résultats. Oui, donc merci, Mathieu pour la présentation. Donc, Lucille Guillaumeau, comme tu le disais, j'anime, un groupe, de céréaliers, en conventionnel. On est sur le nord de la Charente-Maritime, dans des terrains, d'argilo-calcaire superficiels, sur des rotations en sec avec une base, des cultures en blé tendre et en orge d'hiver et puis, pour les têtes de rotation, colza, tournesol, pois de printemps pour les majoritaires. Mais on a aussi, toute une diversité de cultures, de manière, plus mineure. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on a travaillé à intégrer la herciterie dans les itinéraires techniques de désherbage mixte. Donc j'entends bien le désherbage mixte au sens, mécanique et chimique, comment on s'y prend. Alors, d'où ça vient tout ça? Donc, le groupe est assez, historique, a beaucoup travaillé sur, la réduction des fongicides, sur, le colza associé pour gérer les insectes d'automne, ce genre de choses. Et puis, bah, finalement, notre problématique, principale et celle sur laquelle on bute encore beaucoup, c'est la gestion des adventices. Je pense pas que ça vous étonne beaucoup. Et en numéro un, le régras, donc dans nos rotations, malgré des cultures de printemps, bah, le régras, il est capable de s'adapter, on le retrouve un petit peu partout. On a aussi d'autres problématiques de manière plus mineure. Je pense par exemple à la renouée liseron ou au gaillet, par exemple. On fait face à des solutions chimiques qui ont des limites, hein, les résistances quand on parle du régras, mais aussi, la question de l'adaptation au changement climatique et à des situations où on peut avoir du tout ou rien. Donc des prélevés qui se retrouvent dans des sols très secs quand on est, sur du tournesol, par exemple, donc avec des manques d'efficacité. La RC-Tri, certains agriculteurs du groupe sont équipés, qui vient un peu comme une solution de plus,
dans tout ce qu'on a comme possibilité. Et puis, des RC-Tri qui parfois dorment sous le hangar. Donc l'idée, c'était de se poser la question, mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas forcément toujours à utiliser ce matériel en conventionnel? Donc on avait commencé par faire un atelier d'échange avec des producteurs bio. Et en faisant cet atelier d'échange, de partage de connaissances entre producteurs, on se rend compte finalement qu'il y a des questions qui se posent qui sont un peu spécifiques au conventionnel, ou en tout cas, des fois, on est trop différents. Je pense, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas tout à fait le même travail du sol, les mêmes dates de semis, les mêmes densités de semis. Donc finalement, il y avait des questions où on ne se retrouvait pas dans les échanges, même si l'atelier était très intéressant. Et finalement, moi, dans les questions du groupe, j'avais des questions. Je passe la herse avant ou après mon désherbage chimique? Alors, on sait qu'après le désherbage chimique, c'est pas forcément très recommandé, mais combien de temps on attend? Est-ce que si j'attends suffisamment, ça marche pas? Comment est-ce que je décide s'il vaut mieux que j'utilise la herse ou la chimie quand j'ai les 2 à disposition? Est-ce que la RC-Tri, elle va venir en complément pour améliorer mon efficacité de mon désherbage ou est-ce qu'elle va venir en remplacement de la chimie? Donc derrière, il y a aussi une question économique. J'intègre mon coût de passage. Est-ce que je vais m'y retrouver derrière en termes de charge en enlevant un passage chimique, par exemple? Et puis des questions liées à la sélectivité. Alors ça, il y a beaucoup plus de travaux, hein, qui ont été faits sur ces sujets-là, mais je l'ai quand même gardé parce que, ça fait partie des questions sur lesquelles, voilà, ça peut, un petit peu stresser sur les premières utilisations de la RC-Tri. Donc ce qu'on a identifié, c'est qu'on manquait un petit peu de références. Alors j'entends aussi références locales sur le désherbage mixte avec de la RC-Tri dans un programme complet de désherbage en conventionnel. Alors, comment est-ce que, on a décidé de travailler, cette, thématique? On s'est dit finalement qu'on avait besoin de références sur un large panel de cultures pour se dire: «J'ai la RC-Tri à disposition. Quand est-ce que sur une année, je vais avoir des créneaux et pour l'utiliser? Sur quelle culture?» Et puis, être capable de vraiment avoir une idée de quels programmes sont les plus efficaces, et puis, pouvoir s'adapter aux années qui se suivent et se ressemblent pas. Se dire: «Ah tiens, là, cette année, j'ai une sécheresse à tel moment, c'est plutôt la herse qui va être pertinente et puis je ferai mon rattrapage en chimique». Voilà, de pouvoir s'adapter. Et puis, le besoin de références locales. Alors, une des réponses à ça, ça aurait été de faire un vrai essai désherbage avec, du matériel, de micro-parcelles, une herseterie, en petit format pour pouvoir faire ça, de manière bien carrée avec des répétitions, éventuellement une récolte et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps et ça demande des moyens et du matériel qu'on n'avait pas. Du coup, moi, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt un essai, alors que vous connaissez bien, hein, des essais en bande. Mais l'idée, c'était de les améliorer un peu pour, en une année d'essai, essayer d'avoir un maximum de réponses à nos questions. Donc depuis que j'ai repris l'animation du groupe, en 2021, on a fait 3 essais désherbage mixte. Donc, le premier sur blé tendre avec de la hercétrie à l'aveugle, rattrapé par différents programmes chimiques. Le deuxième sur tournesol où là, la question, c'était plus, j'ai à ma disposition la herse, la lineuse et de la chimie, comment j'organise tout ça? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? L'an dernier, on a fait un essai sur pois de printemps avec de la hercétrie en prélevé ou en rattrapage croisé avec différents programmes chimiques. Et puis cette année, si on arrive à le semer un jour, l'objectif, c'est de travailler sur la question du pois chiche où on sait qu'il y a quand même, pas mal d'options pour aller sur du 100 mécanique sur cette culture-là et que ça fonctionne bien. Donc à voir, en fonction des conditions climatiques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vais vous présenter, des petits morceaux de résultats d'essais, hein, comme disait Mathieu, les synthèses sont disponibles sur ma page groupe. L'objectif, c'est plutôt de vous montrer un peu comment on s'y est pris, la méthode et puis quelques éléments de résultats. Donc là, la question du groupe sur blé tendre, c'était de se dire, un peu comme a présenté Sébastien, j'ai cumulé mes leviers, j'ai diversifié ma rotation, j'ai fait mes faux semis, j'ai essayé de pas semer trop tôt mon blé tendre et finalement, j'ai une infestation de raies gras qui est contenue. Est-ce que si j'utilise ma hercétrie, je peux alléger mon programme de désherbage? Jusqu'où je peux aller? Et c'est des questions sur lesquelles on avait du mal à répondre, donc on a fait un essai, pour essayer d'avoir plus d'infos. Donc là, on s'est servi des passages de herse de l'agriculteur et on a recroisé avec, des programmes herbicides qu'on est venu appliquer au pulvé d'expérimentation.
On s'est calé sur ces coupures tronçons pour limiter la zone non traitée. Ça, c'est plutôt une précaution. Donc là, je vous ai mis, c'est un peu barbare, hein, mais c'était volontaire pour retrouver un peu comment je m'organise pour faire mes plans. Donc vous avez le passage de pulvée, les passages de herse, une zone où l'agriculture ne passe pas la herse, et puis en travers, en 3 mètres, on vient tester différents programmes. Donc là, vous allez retrouver différents programmes chimiques que vous connaissez bien, les différentes matières actives. Vous allez voir que certains sont légèrement sous-dosés parce que on se posait la question justement d'alléger un peu le programme de désherbage, de se préparer à des situations où certaines matières actives seraient homologuées à des doses plus faibles. Et puis de se dire, bah, finalement, dans une infestation régrale limitée, est-ce que je peux me permettre de faire ça? On a aussi répété des témoins intercalés entre les modalités. Ça, c'était plus pour s'assurer que la pression régra était un petit peu constante sur la zone. Je n'ai pas de photos, mais on s'était calé aussi dans cette zone parce qu'au moment des chômages et des faux semis, on voyait bien qu'on avait une infestation assez homogène en régra sur cette zone. Donc nous, sur blé tendre, alors les dates de semis classiques, c'est plutôt à partir du 20 octobre. Donc 27 octobre, on est plutôt sur un semis intermédiaire à tardif, on va dire. On a dans le témoin 33 grammes mètre carré en nombre de pieds. Bon, c'est pas une grosse infestation, hein, en termes de nombre d'épis en fin de cycle, ça fait plutôt 100-120 épis de régras visibles, donc ça commence à être moins satisfaisant. Vous retrouvez là dans le tableau, donc en ligne, les différentes modalités chimiques qui ont été appliquées à une feuille du blé le 16 novembre. En IFT, tout le monde est pareil. Par contre, en coût, vous voyez qu'il y a un petit écart qui correspond au passage de RC Tri de 13 €. Donc, la première colonne, c'est les résultats sans RC Tri. La deuxième colonne, c'est les résultats avec RC Tri. Et je vous ai mis deux notations qu'on a faites. Alors, on a mesuré d'autres choses, hein, mais là, j'ai centralisé. Le nombre de pieds de régras en sortie d'hiver au 14 mars par mètre carré, et puis la note de satisfaction du désherbage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une note sur 10 qu'on évalue et qui nous permet de mieux rendre compte de à la fois la nuisibilité directe du régras sur la culture et à la fois le nombre de graines qu'on va laisser, donc la nuisibilité plus indirecte qu'on va laisser pour la rotation future. Et c'est bien plus satisfaisant. Je vous invite à regarder plutôt cette colonne pour évaluer les résultats. Parce qu'en fait, le nombre de pieds de régras en sortie d'hiver, il n'était pas satisfaisant parce que des fois, on avait un pied, mais très développé, qu'on avait laissé passer dès les premiers passages et sur lesquels il n'y avait pas eu d'efficacité. Et des fois, on avait 2-3 pieds, mais beaucoup plus petits, liés à des relevés tardives qui sont restés chétifs. Donc, en termes de nuisibilité, ce n'est pas la même chose. Alors, une option pour s'affranchir de ça, ça aurait été de faire la biomasse des adventices. Bon, ça peut être un bon indicateur. Bon, on ne l'a pas fait à l'époque, je n'ai pas eu l'idée. Mais voilà, quand on a la place, ça peut être une bonne manière de rendre compte de l'efficacité. Donc, juste pour synthétiser un petit peu les résultats, on voit que globalement sur 6 infestations, on atteint la note de 7 sur pas mal de programmes, mais on voit que la chimie toute seule est quand même pas non plus hyper satisfaisante, même sur une infestation moyenne. Voilà, et on voit que globalement, avec la RC Tri, soit on est identique, soit on a gagné 1 à 2 points d'efficacité. Donc sur ce résultat, c'était plutôt très satisfaisant. Alors maintenant, pour vous présenter un peu ce qu'on a fait sur tournesol, pour changer un petit peu. Donc là, comme je vous disais, sur tournesol, l'idée, c'est qu'on a de la RC Tri, du binage. Dans les adhérents, on a, disons, une bonne moitié qui désherbe en prélevé et une bonne moitié qui désherbe en post-levé sur des variétés tolérantes. Et donc là, c'était le cas de l'agriculteur chez qui on était. Et donc, le but, c'était d'essayer de se dire, bah, finalement, si j'ai tout ça à ma disposition comme palette disons, d'outils, comment je les combine les uns avec les autres. Donc là, pareil, petit plan un peu barbare. Donc, vous avez les passages de pulvée. Avec CT, c'est les coupures tronçons. Alors, gros avantage, là, c'est que les coupures tronçons étaient en 4 mètres, la bineuse était en 4 mètres et la RC Tri en 12 mètres. Donc, ce qui nous permet de combiner avec ces passages, de faire un plan assez facile, on va dire. L'idée, là, c'est aussi que l'agriculteur est volontaire pour essayer, mais j'essaye de ne pas lui faire perdre trop de temps.
Donc, lui a fait son passage d'hersétrie en prélevé comme prévu sur son champ. Son passage de pulvérisateur comme prévu, il a juste coupé certains tronçons. Son passage de bineuse comme prévu, il a juste pas passé sur certaines zones. Et moi, en tant qu'expérimentatrice, je suis juste venue faire des modalités de prélevé au pulvé d'expérimentation. Donc finalement, avec juste une application en prélevé, et oui, l'agriculteur a fait juste un passage de herse supplémentaire pour le bénéfice de l'essai, mais finalement, on ne l'a pas trop dérangé, hormis qu'il y avait une forêt de petits fagnons et de piquets dans son champ. Donc vous voyez qu'à partir de cette situation-là et grâce au plan, on peut, donc vous avez la modalité à gauche qui correspond à la modalité agriculteur. RC Tri, alors CLP, c'est le pulsar en poste levé. Donc RC Tri, programme d'herbicide, binage, ça c'était chez l'agriculteur. On a la même chose sans la bineuse, un programme sans la RC Tri, un programme où en prélevé on fait plutôt de la chimie, donc le pré en rouge ça correspond du Dakota. Et puis ensuite vous avez des modalités au milieu où il n'y a pas de RC Tri, c'est seulement de la prélevée chimique rattrapée par une bineuse, donc quelque chose d'assez classique qui se fait sur le territoire avec 2 programmes de prélevés. Et puis tout à droite, vous avez un programme 100% mécanique, puisque l'idée, c'est aussi de toujours essayer d'aller un cran plus loin et de voir jusqu'où on peut aller sur du 100% mécanique en conventionnel. Donc là, c'était 2 passages de RC Tri suivis de la bineuse. Et c'est ce que je vais vous présenter plus précisément en termes de résultats. Donc, alors on est en Charente-Maritime, dans un secteur où on a souvent des semis précoces, hein, donc vous allez peut-être être étonnés, mais semis du tournesol au 23 mars. On a une préparation du terrain qui a été faite 15 jours en amont, donc on a un sol bien plan, qui n'a pas été retravaillé le jour du semis. Ça nous permet de passer les RC Tri 2 jours après le semis, à 8 km/h, et on a déjà des adventices qui sont au stade fil blanc, donc on a déjà de l'efficacité à ce moment-là. On revient à 2 feuilles en poste précoce le 29 avril. Donc là, en termes de vitesse, on est obligé de réduire fortement pour ne pas affecter le tournesol. Et puis 2 passages de bineuse coup sur coup. Alors là, honnêtement, hein, c'est pareil, c'est l'année. Le 12 mai, il y avait les conditions. On a déclenché le passage de bineuse et puis finalement, on aurait pu en faire qu'un sur les 2. Le 16 mai, c'est le passage de l'agriculteur pour biner et enfouir son engrais. Là, dans le témoin, on a 150 adventices mètres carrés, essentiellement des dicotes, hein, donc de la mercuriale, du kénopode, des choses assez classiques. Et je ne sais pas si les meilleurs d'entre vous l'ont peut-être vu sur la photo, du sarrasin qui avait été fait en dérobé. Donc, on avait des relevés de sarrasin sur l'ensemble de l'essai. Donc, ça nous faisait une adventice assez coriace, présente sur tout l'essai. Vous voyez que dans le 100% mécanique, on a 30 adventices mètres carrés, donc ça fait 80% d'efficacité, c'est plutôt pas mal. En note de satisfaction du désherbage, on est à 7, juste satisfaisant, parce que finalement, dans ces 30 adventices mètres carrés, ce qui reste, c'est essentiellement des plantes relativement développées sur le rang. Donc, en termes de concurrence, c'est pas le top. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous allez retrouver donc sur ma page Ecophytopic pas mal de mes résultats avec une vidéo plus complète sur l'essai tournesol. Je vous invite à consulter aussi le site Agriconaissance pour retrouver toutes les références qui ont été produites dans le cadre du projet Tandem par la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires. Donc sur le désherbage mécanique, vous avez plein de ressources vidéo et de fiches techniques. Et puis juste pour terminer, je pense que voilà, n'hésitez pas à créer vos propres références en local sur vos secteurs. Et puis ces essais, ils s'intègrent bien sûr dans un accompagnement plus global, en individuel et en collectif des agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup, Lucille. Puis du coup, donc on vous mettra les liens de Lucille dans la description du replay. Et peut-être même pour ajouter à ce que tu viens de dire, comme tu nous l'as dit, ton accompagnement est super centré sur ces essais. Tu nous as montré le niveau de détail que tu fais dans tes plans et dans tes plans d'expérimentation. Et tu as rédigé une page internet enfin une page web où tu expliques un petit peu comment tu montes cet accompagnement autour des essais. Donc c'est pareil, là on vous met le lien dans le chat et on vous le mettra dans la description du replay. Si en attendant que vous posiez. Ah non, on a déjà une question en fait dans le chat. Du coup, on va partir directement là-dessus. Il y a une question sur la façon dont vous avez calculé la note de satisfaction
du désherbage. En fait, comment est-ce qu'elle est déterminée? Déjà, peut-être, est-ce que vous la faites à plusieurs? Parce que vous êtes potentiellement plusieurs à passer sur cette parcelle pour regarder le résultat. Est-ce qu'il y a des règles de décision pour attribuer tant de points à tant, etc. Dis-nous. Alors, sur la note de satisfaction du désherbage, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a une méthode. Alors, je pense que vous pouvez retrouver tout le détail de comment le faire dans une, je vais pas dire de bêtises, mais pour moi, c'était, une boîte à outils d'un projet qui s'appelait Rotabé. Vous avez redétaillé toutes les méthodes, pour faire ces comptages-là. Donc l'idée, hein, c'est qu'au-dessus de 7, on trouve que c'est satisfaisant. En dessous de 4-5, c'est catastrophique et on se dit, on n'aurait rien fait, ce serait pareil. Et effectivement, en termes de méthode, il faut être plusieurs. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de le faire avec des collègues et de pas leur dire la modalité qu'ils regardent, quoi. Parce que moi, j'ai le plan, donc on se méfie toujours de soi-même et de ce qu'on a envie de trouver comme résultat. Et voilà, et on essaie de prendre en compte. Alors voilà, hein, il y a le comptage vraiment qui est fait, mais quand on regarde, on a tant d'adventices mètres carrés au comptage, mais finalement, il y a des choses qui sont toutes petites et il y a des choses qui sont très nuisibles. Ou un pauvre épi de riz gras ou une espèce de bouillie qui a fait vraiment plein d'épis. Bon, bah, voilà, visuellement, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on essaie de prendre ça en compte. Après, comme c'est subjectif, voilà, c'est important d'être plusieurs et d'essayer de se caler. Donc, des fois, ça donne des notes de 4,5, 6,5. Mais ouais, c'est important de faire ça comme ça. Alors, vous pouvez retrouver la méthode en ligne, je pense, sans problème. Mm. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question sur ta présentation. Tu as parlé du coup de ces herbicides que vous hésitiez à positionner avant ou après la RC-Tri et je crois que du coup on se pose la question, ils ont été mis avant ou après la RC-Tri Ah finalement? oui, c'est vrai que j'étais un peu vite. Sur le blé tendre, donc c'était bien, la RC-Tri, elle a été fait à l'aveugle. Donc, juste après, donc semis du blé tendre, passage de RC-Tri à l'aveugle et ensuite, le désherbage, chimique a été fait à une feuille. Donc là, sur blé tendre, c'est que c'est des choses qui sont bien connues et où aujourd'hui, on se dit que c'est le bon compromis. Heu, voilà, donc ça, c'était un peu notre idée. On avait essayé aussi de faire, passage de RC-Tri en prélevé, passage de RC-Tri, en post précoce, donc à une feuille et puis faire de la chimie en rattrapage. Donc ça, c'est pas dans ce que je vous ai présenté, ça a pas bien fonctionné parce que le passage à une feuille, a été, compliqué avec la RC-Tri, voilà, c'est un agriculteur qui faisait enfin, ça demande beaucoup de technicité, du bon matériel et on n'était pas suffisamment bien équipés. Voilà, et après sur d'autres cultures, ça nous est arrivé par exemple sur pois de printemps, de faire, une prélevée, chimique sur le pois de printemps et un rattrapage à la herse en post levé à 5 feuilles, et d'ailleurs dans l'essai pois de printemps, ça faisait partie des meilleures modalités. Donc c'est aussi possible de faire dans l'autre sens. Voilà. Ça dépend des produits, ça dépend des cultures, donc c'est bien là-dessus où il y a encore beaucoup à travailler. Merci beaucoup. Il y a une question sur ta dernière diapo et sur le résultat que tu nous as présenté. Donc cette réduction de 80% sur la densité des adventices en tout mécanique, comment est-ce qu'elle a été, quelle a été la réaction des agriculteurs de ton groupe et comment est-ce qu'ils l'ont accepté ou nuancé potentiellement? Bah, ce qui a été bien remarqué et ce qui a été retenu quand même, c'est que le passage à 2 feuilles avec l'hercétrie était super intéressant parce que c'est ce passage qui a fait une bonne partie de l'efficacité. Puis après, la bineuse, est plutôt bien acceptée, aussi. Après de là à ce qu'ils passent à eux-mêmes à du 100 mécanique, c'est pas encore le cas. Par contre, je pense qu'ils ont intégré que quand on est dans une situation comme ça, et c'était aussi l'intérêt, hein, un semis très précoce, bah, on s'expose à une période beaucoup plus longue de levée des adventices, heu et pour le coup, on a besoin de multiplier les leviers. Heu, je ne l'ai pas dit, hein, mais sur cet essai, les modalités qu'on a faites en prélevé, en plus c'était l'année 2022 donc sécheresse, on était servis. Heu, la prélevée fait 60 d'efficacité, quoi. Donc ça, ils sont bien conscients que ça suffit plus, qu'il y a des conditions où ça marche pas. Par contre, c'est toujours, essayer d'avoir plusieurs cordes à son arc et là, la vraie question, c'est, bah, ouais, mais si j'ai commandé mon produit, enfin, comment je m'adapte à l'année? Mais maintenant, je pense que ce côté passage à 2 feuilles, ils voient que c'est une possibilité, ils voient que ça marche bien. Ça fait moins peur à faire parce qu'on a vu qu'on n'arrachait pas tout le tournesol et qu'il repart bien. Donc voilà, Merci ça donne pour, des idées.
Merci pour tes compléments. Peut-être une dernière question. Tu disais au tout début que l'objectif de ces essais, de cet accompagnement, c'était quand même de faire en sorte que tous ceux qui étaient équipés d'une RC-Tri se l'approprient un petit peu. Est-ce que tu as vu des changements là-dessus? Bah, c'est vrai que, donc c'est pas toujours simple. On voit que ça donne des idées. Moi, j'essaie de diffuser au maximum ces résultats, que ce soit à l'intérieur du groupe des filles, en dehors, en certi-phyto et tout ça. On voit que ça donne des idées, pour, s'autoriser à faire certains passages qu'on n'aurait peut-être pas fait, autrement. Parce que le passage en prélevé est plutôt bien connu. C'est sur les passages en post-levé où ça peut donner un peu de possibilité de te dire: «Tiens, ça, c'est une option». Maintenant, ça reste encore difficile parce que je pense qu'il y a un gros travail à faire qui n'est pas technique, qui est sur de l'accompagnement humain, sur l'accompagnement au réglage matériel, s'approprier l'outil, pas avoir peur et puis des questions aussi qui sont, pour moi plus, de l'organisation, quoi. D'être capable de visualiser ses chantiers et de dégager du temps pour la RC-Tri, ça demande d'anticiper un peu les choses. Donc c'est pas encore parfait et une année comme cette année, pour le moment, elle est pas sortie, mais il pleut sans discontinuer depuis le 15 octobre, donc c'est quand même compliqué. Mmh. C'est sûr, c'est pas Mais forcément l'année la plus adaptée. ouais, on a eu des années où au contraire, à l'inverse, on est content d'avoir la RC-Tri parce que la chimie, nous fait défaut dans des situations de sec. Donc Merci pour tes précisions. Il est déjà 14 heures, donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 11e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme. Comme d'habitude, on espère que le format vous a plu et surtout qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui, heu, qui qui ont des questions dans les prochains jours, dans les prochaines heures, vous pouvez retrouver le contact de nos 2 intervenants sur les pages, leurs pages internet leur page web qu'on vous a mis, dans le chat et en description. Le webinaire sera, évidemment rediffusé en ligne et vous recevrez, si vous êtes, inscrit via le formulaire, le lien du replay dans votre boîte mail. Bon, et vous pouvez, dès à présent vous inscrire et réserver votre prochaine date pour le prochain webinaire du réseau. Ce sera le 18 avril prochain et le sujet sera cette fois-ci en culture pérenne, donc arboriculture et viticulture, sur le pâturage, sous les vergers et sous les vignes. Vous retrouverez le lien d'inscription, on va vous le mettre, dans le chat et en description du replay, c'est ça? Et puis vous retrouverez évidemment dans ce lien tous les futurs liens d'inscription, on le met régulièrement à jour et surtout, le lien de tous les replays précédents si vous voulez en consulter. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et merci pour vos questions. Bon après-midi et à la prochaine fois.